Bon, ben, on va commencer puisqu'il est déjà midi 4 et qu'on a beaucoup de choses à vous dire ce midi. Donc, merci encore pour votre présence. Le mois dernier, Recycle Québec et le Circle Economy ont publié un rapport sur l'indice de circularité sur l'économie du Québec. Alors, on a appris à la lecture de ce travail que l'économie québécoise est circulaire à 3,5%, soit un écart de circularité de 96%. Ça signifie que nous faisons entrer chaque année dans notre économie une grande quantité de nouvelles ressources dont une partie importante n'est pas réutilisée. Ce que ce rapport met aussi de l'avant, c'est qu'à l'heure actuelle, notre économie n'est pas circulaire. Alors au Québec et à l'échelle planétaire, le modèle économique, on peut le dire, est principalement linéaire. Donc il consiste à fabriquer, consommer, jeter. Pour vous donner quelques exemples, seulement au Québec, il y a près de 271 millions de tonnes de ressources et de matières qui entrent dans l'économie chaque année, soit 32 tonnes par personne. C'est des chiffres qui donnent pas mal le vertige et un niveau supérieur, on peut voir dans ce rapport-ci, à la moyenne canadienne. Il va falloir donc travailler très fort pour circulariser l'économie, mais également pour réduire drastiquement notre exploitation des ressources. Et il faudra bien sûr produire et consommer moins si on veut accélérer la transition sociale et écologique qui est plus que nécessaire. Alors, pour voir se développer une économie circulaire, il faut utiliser de façon intelligente et respectueuse les ressources naturelles afin de vivre dans un monde sans déchets. Cela peut nous paraître aujourd'hui peut-être très lointain et pourtant c'est possible. Mais pour ça, il faut à la fois, repenser nos modes de production et de consommation pour consommer moins de ressources et protéger les écosystèmes qui les génèrent. Et deux, optimiser l'utilisation des ressources qui circulent déjà dans nos sociétés à toutes les étapes du cycle d'un bien ou d'un produit. Il faudra recycler, réutiliser, réparer, convertir et remettre en état. C'est la voie à suivre pour assurer le bien-être des individus et des collectivités. Alors, il faut réinventer nos façons de faire en faisant fonctionner l'économie sous forme de boucles, des boucles techniques aussi bien que biologiques, avec par exemple le retour à la terre, le compostage, des boucles courtes avec la réparation et le réemploi, comme des boucles longues avec le recyclage. Il faut penser aux façons de fabriquer à la fin de vie de nos objets afin de lutter contre l'obsolescence programmée. Et pour tout cela, eh bien, il y aura de nombreux freins à lever: la résistance au changement, le cadre réglementaire et législatif, une vision plus souvent court que long terme. Mais il faudra le faire et pour cela, ça demandera la participation et la collaboration d'un grand nombre d'acteurs, celui des différents paliers gouvernementaux, du milieu de la recherche et de l'université, des entreprises privées et des entreprises d'économie sociale. Il faudra accroître les synergies et faire connaître et faire changer d'échelle les modèles d'affaires porteurs. Et c'est précisément sur ce dernier point qu'on travaille au TIES depuis maintenant un peu plus de 2 ans, sur le rôle que l'économie sociale justement peut jouer pour accélérer le déploiement de l'économie circulaire. Et si on a rendez-vous ce midi, c'est pour vous parler du travail qu'on a réalisé jusqu'à présent. On termine actuellement une première phase et on va en débuter une seconde cet automne. C'est un projet notamment qui a été porté par ma collègue Marie-France Bellemare jusqu'en début d'année, qui reste pas loin de nous parce qu'elle est aujourd'hui directrice d'Insertec, une entreprise d'économie sociale qui lie insertion socio-professionnelle, technologie et économie circulaire. Mais c'est surtout l'occasion de vous permettre de découvrir aujourd'hui 5 super beaux projets qui conjuguent l'économie sociale et l'économie circulaire et qu'on a eu la chance justement de suivre ces derniers mois. Il y aura donc Ecoceno, COP Carbone avec son projet, un projet qu'on va vous présenter en particulier, Défi Polytech, Recycdon et Réemploi Plus. Alors, chacun à leur façon, ils participent à transformer, à changer le visage de leur secteur, à développer de nouveaux créneaux porteurs ou encore ils participent à un développement plus durable de leur territoire grâce aux retombées sociales et environnementales qu'ils génèrent.
et on va avoir la chance, ils vont avoir la chance de présenter leurs avancées, ce qui s'en vient pour eux et vous pourrez également, il y aura une période de questions pour en savoir plus. Alors avant de débuter, un petit mot sur le TIES. Donc, le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, est un organisme de liaison et transfert en innovation sociale dont le mandat est triple, c'est la veille, la liaison et le transfert de connaissances. Alors, plus concrètement, que fait-on au TIES? Eh bien, on met en lumière des innovations pertinentes pour le milieu de l'économie sociale et ça, dans une perspective de développement territorial. Pardon, ma voix s'enraye, c'est... On fait un travail de liaison, d'animation, et ça toujours dans une approche de co-construction pour que des chercheurs et des experts terrain travaillent ensemble à créer de nouvelles connaissances. Et on tente de trouver les meilleures stratégies pour transférer ces connaissances aux personnes et aux organisations qui peuvent en bénéficier afin qu'ils puissent transformer leurs pratiques et faire face aux enjeux de société. Au TIES, donc comme je vous dis, on travaille depuis déjà plusieurs mois à creuser les liens et les potentiels de synergie entre économie sociale et économie circulaire à travers un projet qui vise à faire la lumière sur l'effet de levier que l'économie sociale peut jouer dans une perspective de développement de l'économie circulaire au Québec. C'est un projet sur lequel on travaille avec plusieurs partenaires au sein d'un comité de suivi et d'un comité des partenaires dans lequel on retrouve à la fois chercheurs et praticiens de l'économie sociale et de l'économie circulaire. Et c'est ce qui fait toujours la richesse de nos projets. Donc, dans nos partenaires de longue date, on retrouve entre autres le pôle d'économie sociale des Laurentides, le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, le CERIEC, le chantier de l'économie sociale, HEC, ou encore le Centre de transfert technologique en économie industrielle et la Corporation de développement régional du Québec, la CDRQ. Ça, c'est pour nos partenaires, on va dire, les plus anciens, mais on a eu la chance dernièrement d'être rejoints par d'autres membres, des membres notamment du réseau Synergie Québec et par Chemin de transition. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous redire un petit mot sur les fondations du projet et sur pourquoi on s'est intéressé aux liens entre économie sociale et économie circulaire. La première chose à dire, c'est qu'il existe des liens de parenté importants entre ces deux notions parce qu'elles s'articulent autour d'une proposition de réconciliation d'enjeux économiques, environnementaux et sociaux à l'échelle des territoires. Alors, si c'est vrai en principe, dans la pratique, les choses peuvent être un petit peu différentes puisque toutes les entreprises d'économie sociale n'ont pas toujours des retombées positives pour l'environnement. Elles ont une gouvernance démocratique, elles ont une mission sociale, mais elles peuvent avoir des pratiques tout à fait conventionnelles en ayant la même empreinte environnementale que toute initiative. À l'inverse, toute initiative d'économie circulaire ne produit pas nécessairement que des retombées positives pour les individus et les communautés, avec par exemple Airbnb et la spéculation immobilière, ou encore les conditions de travail parfois qui ont été décriées dans certains centres de tri. Toutefois, on voit qu'il y a des liens qui peuvent apporter une plus-value à ces deux concepts-là, parce que toutes les deux sont ancrées dans les territoires, doivent penser à une coopération importante et que, mis ensemble, on pense que ça peut permettre un combo gagnant. Oui, mais comment, me direz-vous? Eh bien, parce qu'on pense que l'économie sociale, en tant que telle, est susceptible d'apporter un cadre de valeur à l'économie sociale, notamment parce qu'on a une primauté du bien commun et des personnes sur le capital, ce qui veut dire que les initiatives vont prendre des décisions en fonction des retombées environnementales et sociales avant de favoriser le rendement purement économique. Une gouvernance démocratique qui permet de donner une voix à l'ensemble des parties prenantes et de préserver la mission sociale, et l'innovation sociale parce qu'on sait que si on veut voir venir une transition socio-écologique, il faut de l'innovation technologique, ça oui, mais ça prend aussi de l'innovation sociale pour changer les façons de faire, les façons dont les milieux, les communautés sont s'organisent. Parallèlement, l'économie circulaire apporte aussi des ingrédients très intéressants pour l'économie sociale parce qu'il y a des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux types d'activités qui peuvent être proposés aux entreprises d'économie sociale.
on les amène à s'intéresser un peu plus aux écosystèmes, à la gestion des ressources et finalement avoir une contribution plus forte et plus concrète sur cette transition sociale et écologique qu'on souhaite accélérer. Alors, c'est des éléments qui nous ont fait creuser les liens entre ces deux concepts. Il y a 4 grandes étapes qui ont jalonné le projet. La première visait à documenter les initiatives les plus porteuses portant sur différentes stratégies d'économie circulaire. Des entrevues ont été faites auprès d'environ 25 entreprises qu'on a documentées à peu près sous toutes leurs coutures, gouvernance, retombées, modèles d'affaires. Ces entreprises étaient présentes dans 11 régions du Québec. Il y avait autant des coopératives que des OBNL qui avaient des activités liées aux différentes stratégies d'économie circulaire. Donc, on avait autant une représentativité des milieux et des filières. Ce travail a permis d'identifier 8 types de modèles d'affaires associés à différentes stratégies d'économie circulaire et que je vais vous présenter juste après. Seconde étape, elle visait à suivre le déploiement d'initiatives concrètes dans différentes régions. Donc, il y a 5 entreprises d'économie sociale qui ont été sélectionnées et on souhaitait leur offrir à la fois coordonner un soutien et continuer à développer des nouvelles connaissances à travers ce soutien. On a notamment travaillé sur la question de l'évaluation et de la mesure des retombées sociales des projets et je ne vous en dis pas plus puisque vous allez les découvrir dans quelques minutes. Troisième élément important, c'est le travail sur la viabilité des modèles d'affaires. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentiel dans chacun de ces modèles. Plusieurs s'en sortent d'ailleurs très bien, mais d'autres ont une situation plus fragile ou encore des modèles viables, mais avec un impact environnemental plus limité. Alors ça nous a amené à vouloir explorer différentes voies permettant de renforcer et de pérenniser ces modèles. Et on travaille actuellement sur ce mandat avec Laboratoire Conseil, Frédéric Plante plus précisément, de Laboratoire Conseil. Enfin, dernière étape, nous souhaitions transférer les meilleures pratiques et modèles d'affaires à travers les régions. C'est une étape qu'on a déjà commencé, mais qui va prendre beaucoup plus d'ampleur à l'avenir. Je vais donc rapidement vous présenter les modèles d'affaires porteurs identifiés à travers notre travail de documentation. Donc, on a d'abord les éco-designers, avec qui, vous voyez, il y a un lien avec l'éco-conception. Donc, c'est des entreprises d'économie sociale qui vont développer, produire, vendre des produits faits à partir de matières récupérées. Des fois, elles ont leur propre ligne de produits ou des fois, elles vont produire des produits sur mesure pour différents clients. On a ensuite les mutualisateurs qui, eux, sont liés à l'économie collaborative, l'économie du partage. Leur rôle, eux, va être de coordonner et d'offrir un soutien opérationnel pour permettre le partage de produits entre de nombreux usagers, ce qui va permettre, bien sûr, de maximiser l'utilisation de ces produits au sein d'une communauté. On voit aussi bien avec des voitures, partage de voitures entre particuliers, des vélos, des outils, même des couches lavables. On a ensuite les commerçants seconde main. Les fameux commerçants seconde main, on pense bien sûr entre autres aux ressourceries. Il y en a une vingtaine à travers le Québec, mais aussi à d'autres types de magasins qui ont développé des spécialités sur certains créneaux ou matières et qui vont donc opérer des magasins de vente d'objets usagés pour favoriser leur réemploi. Certains de ces magasins vont être spécialisés dans une matière, comme les matériaux de construction. D'autres vont avoir une large palette de produits en vente. C'est le cas des ressourceries, où on va retrouver autant des vêtements, des meubles, des livres, de l'électroménager, des articles de maison, des jouets, etc. Ensuite, on a les réparateurs. Alors ici, c'est des entreprises d'économie sociale qui vont offrir un service d'entretien et de réparation qui va permettre de prolonger la durée de vie des produits. On en a vu principalement dans le vélo, dans le vêtement, dans l'informatique, mais il y a aussi beaucoup d'autres filières dans lesquelles les activités de réparation pourraient se structurer, notamment le meuble, l'électroménager, l'électronique, entre autres. Les logisticiens. Alors ici, ce sont aussi des entreprises qui vont s'intéresser au réemploi des matières, des produits, mais qui, eux, vont offrir un service de gestion de matières résiduelles clé en main, spécialisé dans un gisement précis. Donc, dans un type de matière en particulier, c'est des entreprises qui vont coordonner la réalisation avec différents partenaires, des sous-traitants souvent,
les étapes qui vont permettre de transformer des matières résiduelles en ressources propices au réemploi ou au recyclage. Donc, elles vont se retrouver par la bande à vendre des produits ou des matières seconde main et on en retrouve dans le secteur de l'alimentation. On peut penser à toutes les entreprises qui ont un mandat de moisson, donc qui vont récupérer des surplus alimentaires et qui vont développer ensuite toute une chaîne logistique pour que ces aliments soient redistribués, parfois transformés. On le voit dans les matériaux de construction et on va le voir tout à l'heure dans les décors avec Écocédon. Ensuite, nous avons les récupérateurs. C'est un autre modèle et non le moindre. Les récupérateurs, eux, jouent un rôle important dans la stratégie du recyclage en prenant en charge une partie des opérations liées donc au recyclage. Les étapes souvent qui vont être plus en amont, c'est-à-dire la récupération de la matière en se spécialisant dans des opérations de cueillette, de tri, de démantèlement, de traitement et de conditionnement pour les rendre ensuite réutilisables par des gens qui peuvent les transformer en nouveaux produits. On voit des récupérateurs en économie sociale dans la filière du métal, du plastique, du papier, du carton, des matelas. Les transformateurs, ici, c'est un peu l'autre étape dans le processus du recyclage, c'est la transformation. Ce sont des entreprises qui ont des installations, des équipements de type industriel, qui offrent un service de sous-traitance industrielle en conditionnement et en transformation de la matière. On va aussi, à travers Défi Polytech, en connaître plus sur ce modèle. Et enfin, le dernier, les hubs artisans. Ici, des entreprises type Fab Lab qui offrent l'accès à des espaces et à des équipements de prototypage et de transformation de la matière. Ça peut être différents types de matières, du bois, du métal, des textiles, du plastique aussi, et qui vont favoriser la réappropriation par les citoyens d'expertises liées à la fabrication d'objets. Donc, bien sûr, ces différents modèles, certaines entreprises vont vraiment avoir un modèle qui ressort en particulier. Certaines vont combiner plusieurs de ces modèles pour renforcer leur modèle d'affaires. Donc, mais ça nous donne une bonne idée des différents types d'activités qu'on a découverts à travers cette étape. Pour finir, avant que ma voix ne me lâche, un petit mot sur là ou plutôt les suites dans les 2 prochaines années de ce projet. On aura en fait 2 grands axes. Ah oui, j'avais oublié cette diapo. Donc, bien sûr, on a positionné l'ensemble des modèles d'affaires porteurs à travers les différentes stratégies d'économie circulaire. Certains sont même liés à plusieurs stratégies, mais je vais passer assez rapidement ici. Donc, pour la phase 2, comme je vous disais, 2 axes principaux. Le premier va être celui du transfert des apprentissages, du transfert des pratiques et du transfert des modèles qui ont été documentés jusqu'à présent pour qu'ils soient connus et répliqués. Donc, ce transfert va être structuré à travers un plan de transfert co-construit. Et il y aura également du transfert à travers des projets connexes, donc par exemple un projet fait avec la Ville de Montréal et en partenariat avec le pôle d'économie sociale de la Ville de Montréal, le CESIM, qui va nous permettre de réaliser une série d'activités de transfert et de maillage pour accélérer le déploiement d'entreprises et de modèles d'affaires innovants qui conjuguent économie sociale et économie circulaire. Donc, ces activités de formation, co-construction, réseautage viseront autant des accompagnateurs que des entreprises. Le second volet, lui, va consister à documenter 2 filières en particulier. Donc, dans la première phase, on s'est intéressé à l'ensemble des filières concernées par l'économie circulaire. Là, il y a 2 filières qui ont particulièrement retenu notre attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en observer d'autres quand même tout au long du projet en fonction de ce qui bouge. La filière agroalimentaire et la filière des matériaux de construction et des composantes du bâtiment. Or, non seulement ce sont 2 filières qui produisent de gros volumes de déchets au Québec et pour lesquelles la circularisation leur permettrait d'enregistrer des gains considérables en matière de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi parce qu'elles mobilisent de nombreux acteurs au Québec qui souhaitent, tout comme nous, trouver des solutions innovantes pour améliorer substantiellement ce bilan environnemental. Alors, on est d'ailleurs très heureux de suivre un projet lancé par notre partenaire, le CERIEC, qui vise à lancer un écosystème de laboratoires d'accélération en économie circulaire, l'ELEC. Ces laboratoires vont viser à co-créer des solutions, des technologies, des connaissances
pour justement accélérer la circularisation des ressources pour des secteurs clés. Et leur premier laboratoire porte justement sur la filière de la construction. Donc, ça va nous permettre de mailler nos travaux. Pour ces deux filières, on va tenter donc de comprendre et de schématiser les rôles, les types d'activités et les modèles d'affaires propices pour l'économie sociale dans la mise en place de ces boucles de valeur. Alors, sans plus attendre, on va mettre les projecteurs sur celles et ceux qui tentent de changer les choses dans leur territoire ou leur filière. Donc, ils et elles auront chacun 5 minutes pour vous présenter leur projet. Puis, nous passerons à une période, comme je vous le disais, de questions avec nos invités. Donc, à travers leur présentation, vous allez avoir la chance de mieux comprendre ces liens entre économie sociale et économie circulaire et on l'espère d'en ressortir inspiré. Donc, on va commencer notre plongée au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Jean Girard, qui est conseiller principal au développement et logistique chez Réemploi Plus. Il y aura peut-être aussi Catherine Lalancette, qui est coordonnatrice des activités d'insertion. Donc, Réemploi Plus, c'est un projet de réemploi qui vise à valoriser des matières principalement issues des secteurs de la construction, de la rénovation et de la démolition. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et laisser tout de suite la parole à Jean et Cathy. Alors, bonjour, merci Solène. Alors, très content de participer à cette activité. Je veux d'abord identifier que notre organisation Réemploi Plus, ça a été une organisation qui a quand même depuis 2018 qu'on essaie de mettre en place cette entreprise-là. Ça a demandé la collaboration de différents partenaires du milieu qui sont rendus même membres au niveau du CA. Ça inclut nos centres de services scolaires, le groupe CODER, le Juvénat des biens, les carrefours jeunesse emploi du secteur et la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, qui est en fait le gisement de base à lequel on va chercher nos matières. C'est-à-dire, au Lac-Saint-Jean, on a 8 écocentres qui ceinturent le Lac-Saint-Jean parmi nos ensembles de municipalités. On a 3 MRC et on a l'objectif de vouloir créer 3 quincailleries du réemploi, c'est-à-dire une par MRC et pour desservir l'ensemble du territoire. Le fait qu'on soit en lien avec la Régie des matières résiduelles et qui est le fournisseur des matières, c'est en fait pour répondre à un besoin criant qu'il se jette beaucoup trop de choses au niveau des écocentres. Et l'analyse a fait en sorte de démontrer qu'on peut envisager, d'ici les 3 prochaines années, faire la captation de plus de 20 des matières qu'on retrouve dans les écocentres, dans le but de les remettre en service, soit directement en tel quel au niveau des quincailleries, soit par des projets de création, de transformation du 3 pour 1. Par exemple, prendre 3 tondeuses pour en faire une. Et ça, c'est par l'entremise de nos ateliers que nous allons faire en particulier au Juvénat des biens et qui vont desservir l'ensemble de nos 3 quincailleries. Donc, dans un premier temps, mon rôle, c'est comme vous laissez voir qu'on est décollé au Lac-Saint-Jean avec l'idée que nos matières, on peut faire des choses avec et que tous les gens au niveau autant impliqués au niveau des matières résiduelles que ceux impliqués au niveau de l'éducation, de la formation, de l'intégration sociale et de l'inclusion sociale ont été interpellés et ont décidé de mettre en place cette nouvelle organisation-là. Et on existe seulement depuis octobre 2020 en tant qu'entreprise d'économie sociale. Mais comme je vous mentionne, ça fait 3 ans que ces différents collaborateurs travaillent ensemble parce qu'ils y croient et qu'on est rendu à une autre étape au niveau de notre développement d'économie de manière générale. L'économie, ce n'est plus juste de l'économie de dire on fait de l'argent, mais on est rendu à une économie où on dit à un peu, il faut s'occuper de notre terre, puis chacun, on est responsable dans nos actions. Donc, c'est de l'autoresponsabilisation en tant que citoyen, en tant que travailleur, en tant qu'étant enseignant. Donc, on a interpellé tout le monde pour laisser voir que la solution, ce n'est pas une personne qui va la trouver, ce n'est pas une machine,
mais c'est l'ensemble du système qu'on met en place qui va devenir une solution. Et je vais vous prêter Cathy Lalancette qui va poursuivre pour vous expliquer un peu plus la deuxième raison d'être du projet Réemploi Plus. Allô tout le monde? Je ne sais pas si Solène, tu peux me permettre de partager, que je partage l'écran pour montrer quelque chose? Oui, je m'en occupe tout de suite. Merci. C'est bon, tu devrais pouvoir... Parfait, merci. Alors, pour illustrer, est-ce que c'est apparu pour vous? Oui. C'est bon. Alors, pour illustrer ce que j'en dis, le projet, il est à la hauteur du lac Saint-Jean au complet. Alors, nous autres, on l'a dessiné. Je trouve que ça fait une belle illustration là, de l'implication communautaire, citoyenne, générale là, de notre région qui est le lac Saint-Jean. On voit un peu ici, Jean nous parlait de 3 quincailleries du réemploi qui sont dispersées à travers notre région. Les ateliers, quand on parle d'ateliers, ce sont des ateliers qui deviendront des lieux d'expérimentation et d'acquisition de compétences pour des personnes éloignées du marché du travail. Alors, il va y avoir des personnes qui ont des besoins de coups de pouce pour intégrer le marché de l'emploi. Ils vont pouvoir travailler à l'intérieur des ateliers à différents niveaux selon leur capacité. Y a-t-il quelqu'un qui a parlé? Les quincailleries seront aussi des lieux pour accueillir ces personnes-là. Donc, que ce soit pour travailler à la caisse enregistreuse, que ce soit pour travailler dans un entrepôt ou placer la marchandise, mettre en valeur les matières. Il y aura des gens d'intégration alors dans ces 3 quincailleries-là. Et quand on voit la source, ici, on a 8 sources. Il y en a une qui est cachée là. 8 sources du réemploi qui sont les 8 gisements de la Régie des matières résiduelles. La chance qu'on a, c'est que nous avons l'exclusivité de ces matières. Donc, on va prendre ces matières-là qui vont devenir des prétextes d'inclusion et d'intégration socio-professionnelle pour améliorer les compétences des personnes éloignées du marché du travail. Mon rôle à moi, c'est de coordonner les activités d'intégration partout au lac Saint-Jean et dans tous les plateaux de travail. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous me voyez? J'ai comme fermé ma fenêtre. Tout est correct. Parfait. Alors, le travail, c'est d'aller chercher les gens qui ne se présentent pas présentement dans des services pour améliorer leur employabilité. Quand on a démarré le projet, on est allé consulter au lac Saint-Jean les organisations qui faisaient déjà de l'accueil avec les personnes qui ont des besoins, de l'accompagnement et de l'intégration, des CV, des stages. On a fait le tour pour voir si ce qu'on voulait offrir, ça faisait du sens. Et aussi, on voulait s'assurer qu'on ne fasse pas la même chose qu'eux autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré Service Relance qui s'occupe des personnes judiciarisées, le CEMO qui s'occupe des personnes qui ont des contraintes à l'emploi, la commission scolaire aussi. On est allé valider, est-ce que ce serait un besoin pour vous autres ou pour les personnes qu'on n'est pas capable de rejoindre ou des personnes qu'on n'est pas capable de motiver présentement à intégrer une mesure d'employabilité? Est-ce que ça peut aider? Et ce qu'on a eu comme réponse unanime, c'est oui, on vous attend avec impatience. Les plateaux de travail sont très peu nombreux au lac Saint-Jean. Il y en a, mais qui sont ciblés vers des choses, des choses comme, je vais prendre par exemple notre entreprise d'insertion, c'est une friperie. Bien, c'est parfait ce qu'ils font, mais ça reste une friperie et ça ne va pas faire autre chose nécessairement que de travailler dans le domaine du vêtement usagé et c'est une friperie. Donc, nous, avec les plateaux, c'est différent d'une friperie. Ça ajoute des plateaux différents, en fait. Et plus il va y en avoir, plus nos ressources communautaires nous ont dit que ça améliorait le taux d'intégration de personnes éloignées du marché du travail dans notre région. Maintenant, Jean en a parlé tantôt, on a un super partenariat avec la commission scolaire du Lac-Saint-Jean-Est
et celle du Pays des Bleuets, les deux commissions scolaires. Et eux sont vraiment très terrain. Ce sont des gens qui vont déjà en entreprise, qui forment du personnel ici et là, mais pas nécessairement à l'intérieur d'une classe. Et nous autres, c'est ça qu'on avait besoin. Donc, les professeurs, les formateurs techniques sont avec nous et viennent nous former sur le terrain. Ils viennent nous donner de l'aide pour former notre personnel, que ce soit notre personnel régulier ou notre personnel en intégration. Et ils sont là tout au long de des opérations et des activités qu'on va démarrer. Ils sont déjà présentement avec nous là, dans 2 écocentres, entre autres, et au Juvénat de Deviens, où on a commencé certaines activités. Ils font déjà présentement de la formation, santé, sécurité au travail, service à la clientèle, et on est aussi en train de démarrer un nouveau semi-spécialisé qui se nomme préposé au réemploi. On ne sait pas comment ce va s'appeler. Une minute, Cathy, il faudra finir. Parfait. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens améliorent leurs compétences et ils auront la possibilité d'acquérir un semi-spécialisé comme préposé au réemploi là, à la fin de leur passage chez nous. Il y aura aussi différentes autres formations possibles à acquérir, le but étant que la personne reparte avec un beau bagage de formation à mettre à son CV. Alors, ça fait pas mal le tour là, de ce qui fait la formation. Merci beaucoup, Cathy et Jean. C'est vraiment un projet super inspirant de par son ancrage territorial, de voir comment c'est né d'une dynamique avec plusieurs acteurs sur le territoire qui sont concertés, qui se sont mis ensemble, puis ça a donné lieu à ce projet-là, d'avoir autant l'aspect de retombées environnementales que des retombées sociales avec les activités d'insertion. C'est vraiment, on va suivre ça de près, c'est vraiment un très, très beau projet. Puis dans une filière où on a besoin de justement dépasser les freins actuellement dans la filière de la construction pour avoir plus de retombées écologiques. Donc, merci à tous les deux. On va poursuivre cette fois-ci à Montréal avec Anne-Catherine Lebeau, qui est directrice générale d'Ecoceno. C'est donc une entreprise spécialisée dans le réemploi des décors de théâtre et de cinéma. Et je vais laisser Anne-Catherine nous en dire plus. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Très heureuse de vous présenter Ecoceno aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, Solène. Merci aussi pour le projet inspirant qui vient de nous précéder. Donc, oui, en fait, je vais vous présenter le modèle d'Ecoceno, qui est un modèle d'affaires entièrement bâti sur des stratégies d'économie circulaire. Donc, c'est un modèle qui a été bâti, entre autres, au cours de ma maîtrise à HEC Montréal en innovation sociale. Donc, c'est vraiment un modèle où les services sont bâtis autour des grandes stratégies d'économie circulaire. Donc, j'ai préparé un petit support visuel que je vais vous partager à l'instant. Voilà. Et je vais mettre en plein écran. Voilà. Donc, notre objectif chez Ecoceno, c'est vraiment de transformer les règles de l'art dans le milieu culturel, dans les façons de produire et de créer des décors. Donc, Solène mentionnait on remet en circulation les décors, on ne remet pas en circulation les décors, mais bien les matériaux. On se situe aussi, nous, au niveau des matériaux. C'est des matériaux de déconstruction, mais des matériaux qui ont été utilisés, en effet, pour produire des œuvres d'art, pour produire principalement des décors. Donc, on travaille dans le milieu des arts vivants, du théâtre, du cirque, également en muséologie. Et on commence tranquillement le milieu de la télé et du cinéma, qui sont, où il y a des gisements qui sont énormes. Donc, on va prendre notre ampleur et on va pouvoir petit à petit absorber ces gisements-là qui sont très grands. Donc, premièrement, ce que je tenais à mettre de l'avant aussi au niveau d'une entreprise d'économie circulaire, qui est aussi une entreprise d'économie sociale, c'est vraiment que notre moteur d'action, plutôt que d'être la recherche du profit, c'est vraiment la recherche de l'impact social et de l'impact environnemental.
Donc, on a une équipe maintenant de 9 personnes chez Ecoseno qui ont toute une motivation intrinsèque très, très forte de transformer justement les façons de faire, les règles de l'art. Et notre équipe est formée principalement de gens issus du milieu culturel, donc qui ont vu les limites du système linéaire dans lequel on est en ce moment coincé et duquel il faut sortir le plus rapidement possible. Donc, historiquement, juste vous dire aussi, Ecoseno a été créé à la fin octobre 2019, donc on a 18 mois d'existence, donc 14 en pandémie, mais on est très fiers de nos résultats dans cette année de pandémie. Donc, je vais... oh, ça ne veut pas changer de slide. Juste un instant, je vais juste arrêter de partager pour arrêter. Voilà, je recommence. Ce ne sera pas long. Donc, voilà. Voilà. Donc, notre mission chez Ecoseno, c'est vraiment de réduire l'impact environnemental de la production culturelle. Comme je le dis, on est issu du milieu culturel, donc on a vu comment ça se passe. On sait qu'on a des cycles de création très, très courts. Par exemple, pour une pièce de théâtre qui va durer 3 semaines, on bâtit tout à partir de matériaux neufs qui sont jetés à la fin de la production. Je parle d'une production de 3 semaines, mais c'est la même chose dans le domaine, par exemple, de la publicité, où c'est encore pire. On construit pour une journée et on détruit et on déconstruit souvent parce que c'est des matériaux qui sont en fait, c'est fait pour être démonté à la fin parce qu'on sait que ce ne sera pas permanent comme installation. Donc, pour nous, il y a énormément de potentiel à faire du domaine culturel, un domaine exemplaire dans la réutilisation des matériaux et de changer nos façons de penser. Donc, pour ce faire, ça prend beaucoup d'ingéniosité. On travaille en collectivité, on travaille beaucoup avec plusieurs partenariats, on mise sur des stratégies collaboratives, la transmission des connaissances, le partage des connaissances et la décroissance, pour nous, c'est une valeur aussi parce que effectivement, il faut passer par l'économie circulaire, mais il faut aussi interroger notre façon de consommer aussi. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, on prend un cycle de production normal et on le circularise, c'est-à-dire que on veut aborder les différents moments, c'est-à-dire la conception, qu'on fasse des conceptions circulaires, que dès le moment qu'on conçoit un décor, on soit conscient qu'on veut que les matériaux soient réutilisés. Même chose, donc la boucle, elle se ferme constamment, que ce soit, donc ça implique une conception circulaire, une gestion circulaire, une production de décor circulaire. Donc, à toutes les étapes de production, il faut se poser la question et repenser nos façons de faire. Nos activités, je le disais, donc nos services, c'est vraiment suivre les grandes stratégies d'économie circulaire. Donc, on a le pôle éco-conception et le pôle réemploi. Dans le pôle éco-conception, on donne des formations pour vraiment changer les façons de faire auprès des professionnels et dans les écoles de formation. On fait des accompagnements en éco-conception. Donc, ça nous permet d'accompagner des équipes de production du tout début du projet de création jusqu'à la fin et de les guider dans des meilleurs choix afin de circulariser l'utilisation des matériaux, de réduire aussi les distances de transport, etc. Donc, ce n'est pas uniquement les matériaux. Le pôle réemploi vraiment vise à faire en sorte qu'on puisse avoir accès à des matériaux de réemploi parce qu'en ce moment, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Donc, on a mis en place une boutique en ligne sur laquelle il y a énormément d'activités. On l'a parti au mois d'août et on a plus de, je pense que c'est 2000 visites par mois et il y a beaucoup de ventes qui se produisent aussi sur notre boutique en ligne. Et on fait aussi la collecte des matériaux. Donc, on ne collecte pas tout, on ne collecte pas les déchets, on collecte uniquement les ressources. Donc, on n'est pas notre positionnement, c'est pas du tout comme, par exemple, un 800 God Junk. Nous, vraiment, on va analyser ce qui va sortir de la production et on va aller chercher que ce qui a un potentiel de réemploi. Donc, nous, on travaille vraiment, on ne fait pas de la gestion de matières résiduelles, on fait de la gestion de ressources. Pour nous, c'est vraiment important de mettre ça de l'avant. Voilà.
Je ne sais pas pourquoi des fois, il ne veut pas changer. Voilà, donc, nos impacts chez Ecoseno. J'ai vu dans la salle qu'il y avait Juliette Fournier, qui a travaillé comme nous, chez nous, comme stagiaire, qui nous a aidé à mettre en place justement notre façon de comptabiliser les impacts. Pour nous, c'est extrêmement important. Et on est aussi membre de Synergie Québec et on s'est inspiré aussi de leur façon de calculer les impacts. Donc, au niveau environnemental, on a 158 tonnes de matériaux qu'on a déviés, non seulement déviés de l'enfouissement, mais remis en circulation. C'est ça qui est important aussi. On ne fait pas juste les dévier de l'enfouissement, les mettre en entrepôt. On fait en sorte qu'ils soient réutilisés. Donc, on calcule l'équivalent de CO2 évité et la quantité d'arbres que ça aurait pris pour absorber le CO2 si jamais c'était allé à l'enfouissement. On a des impacts sociaux qui sont importants aussi. Ça, c'est extrait de notre rapport annuel qu'on vient juste là, de déposer. On a 6 emplois créés. On est déjà rendu à 8 depuis mars 2021. Donc, on engage beaucoup de travailleurs autonomes aussi. Et on travaille fort à former notre équipe au fur et à mesure. Il y a des impacts culturels aussi. Pour nous c'est important d'agir sur l'ensemble de la filière culturelle. Donc, nos impacts se calculent en nombre de formations données, en accompagnement, en éco-conception donnée et le nombre total de personnes donc, qui ont été rejointes et qui vont transformer donc, leur façon de faire grâce à nous. Voilà, dernière petite minute, Anne-Catherine. OK, je vais y aller rapidement, vous allez voir. Donc, je voulais vous parler des défis et leviers donc, qui nous aident à avancer. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider l'industrie culturelle à cheminer vers des pratiques carboneutres en 2030. Donc, pour nous, c'est vraiment des leviers de s'inspirer aussi des objectifs de la Ville de Montréal, dans le plan climat, par exemple, pour vraiment pousser la transformation rapidement à travers différents leviers. Je n'ai évidemment pas allé dans le détail de la théorie du changement, mais on va bientôt diffuser notre rapport annuel et vous allez retrouver ça à l'intérieur. Donc, sans plus tarder. Et voilà. Donc, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est vraiment de faire en sorte que Montréal devienne non seulement, en fait, Montréal est déjà une métropole culturelle, mais on va en faire une métropole culturelle circulaire. Et on est très fiers aussi que toute notre initiative soit saluée par le Conseil des arts de Montréal. Donc, on est finaliste dans la catégorie innovation des Grands Prix du Conseil des arts qui s'appellent les indispensables pour cette année. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fini ma minute. Mais vous pourrez me poser plein de questions par la suite. Puis je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux où on diffuse beaucoup d'informations aussi. Merci. Un grand merci, Anne-Catherine. Moi, je me joins au Conseil des arts pour vous lever mon chapeau à toi et toute l'équipe d'Ecoseno. Vous êtes hyper dynamique et je suis à chaque fois et vraiment très étonnée de tout ce que vous avez accompli en peu de temps et je pense vraiment que votre industrie va grandement se transformer grâce à votre belle initiative. Alors, on va poursuivre cette série autour du réemploi encore avec cette fois-ci Véronique Siméon, qui est directrice générale de Recycdon, donc une ressourcerie, comme je vous en parlais précédemment, qui, elle, est basée à Sainte-Anne-des-Plaines dans les Laurentides. Donc, je vais inviter Véronique à faire un petit 5 minutes rapide, synthétique, puisque le temps avance de son projet. Oh. Je vais partir. J'essaie de partir ma minuterie. En tout cas, ça veut pas, mais je te ferai signe. Je vais essayer d'être brève. Donc, commençons par vous dire que le Recycdon, malgré son emplacement à Sainte-Anne-des-Plaines, dans une ville de 15 000 habitants, réussit à avoir un chiffre d'affaires d'1 demi-million par année. Son ouverture a été en avril 2007. Donc, vous voyez ici le rectangle. On occupait 3520 pieds carrés de cette belle bâtisse et il y avait 2 salariés. Et en 2021, on prévoit traiter 600 tonnes métriques de biens domestiques sur une superficie qui sera d'ici la fin de l'année de 13 600 pieds carrés avec 23 salariés et un chiffre d'affaires de 640 000.
Notre mission à nous, c'est de récupérer, réemployer, recycler les biens usagés domestiques et les matières résiduelles pour répondre aux besoins environnementaux et d'inclusion sociale des collectivités et des personnes de notre MRC, soit Thérèse de Blainville. Et nos valeurs sont l'engagement environnemental, l'inclusion sociale, l'éducation, la solidarité, la transparence et l'intégrité. Et comme vous voyez, bien, on est très cohérents entre nous, hein, parce qu'on constate, en tout cas, je n'avais pas parlé aux autres participants au projet du TIES, mais je constate qu'on a beaucoup de ressemblances à plusieurs égards, peut-être encore plus avec Réemploi+ qu'Écocéno, en ce qui me concerne. Mais ça me fait grand plaisir de voir ça. Donc, effectivement, c'est une histoire de communauté. Le Recycdon à 100 des dons qui sont traités sur place. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de ressourceries qui ont de la difficulté à traiter l'ensemble des dons qu'ils reçoivent. Nous, ça, c'est notre fierté. On ouvre tout entièrement et on garde minimalement tout le plus beau pour notre clientèle pour éviter encore là des gaz à effet de serre puis du transport. Ce qui rentre chez nous, il y a 29 que c'est des meubles, 3 des électroménagers. Donc, vous voyez la répartition, puis ce que ça donne de l'autre côté. Donc, ce que ça nous donne, c'est 50 de tout ce qui rentre est réemployé. On a 11 de recyclage, valorisation. Donc, quand on regardait les types de modèles d'affaires que Solène nous présentait, donc oui, on est un commerçant de seconde main, mais on est également un mutualisateur. On est un mutualisateur parce qu'on partage nos salles pour faire de l'éducation pour la commission scolaire, parce qu'on partage des salles pour le CIS des Laurentides pour accueillir un plateau de travail qui devrait occuper un autre espace et avoir des biens autres. Bien, nous, on leur permet d'avoir accès à ça et on mutualise la clientèle. Donc, mes salariés sont des clients de la commission scolaire ou les clients du CIS deviennent en partie des employés chez nous. Donc, ça permet une maximisation de leur développement et de leur accompagnement. On travaille à devenir de plus en plus pour l'année prochaine des réparateurs. Donc, on veut développer des ateliers de réparation pour augmenter la résilience des citoyens de notre MRC. On est également des récupérateurs parce que c'est important quand tu es une ressourcerie, faciliter la vie du citoyen puis dire, bien, tu m'apportes tout ce que tu trouves dans ta maison qui est réemployable. Et là, nous, on s'assure de transmettre au réseau ARP, ce qui est électronique et informatique, qui n'est pas réemployable ou qui contient de la mémoire. Même chose pour le métal, le bois, la mélamine. Donc, on envoie ça dans les bonnes filières pour que le recyclage se fasse convenablement. Et on a une petite ouverture vers les hubs artisans parce que tout ce que nous n'est pas nécessairement directement réemployable, on travaille très fort avec notre communauté de bricoleurs puis d'artisans pour leur fournir des biens qui ne peuvent pas être vendus, comme du jeans qui serait abîmé. C'est envoyé dans des ateliers de couture pour que les étudiants apprennent à travailler avec cette texture-là. Pour plein de matières comme ça, on a une madame qui achète de la fourrure puis qui la transforme. On a des gens qui viennent nous acheter des cadres parce que c'est des artistes peintres et donc ils ont moins besoin d'acheter des nouveaux cadres. Donc, vous voyez l'idée, on travaille à augmenter cette façon de faire-là. Et on croit que c'est comme ça qu'on réussit là, chez nous à avoir un taux d'élimination de seulement 9 ce qui est très bas dans le réseau des ressourceries. Et l'objectif de l'accompagnement du TIES, c'était vraiment justement de documenter notre plan d'affaires au Recycdon pour favoriser son déploiement dans les autres ressourceries pour qu'il atteigne des standards comme les nôtres, là. Et en même temps, apprendre des autres ressourceries parce qu'on a beau là, être un peu prétentieux et avoir été finaliste à notre chambre de commerce. Dans notre secteur d'industrie, il faut quand même se dire qu'il y a certaines expertises qui ont été développées de façon accrue dans d'autres ressourceries. Fait que le partage d'informations et cet accompagnement-là nous a permis d'aller de l'avant et de s'en aller vers la création d'un regroupement de ressourceries qui est en démarche. Vous dire quoi d'autre? La circulation, bien, pour nous, c'est aussi de ramasser des lunettes de prescription, c'est aussi de vendre tout le...
ce qui peut être vendu comme guinée à nos garages locaux, c'est de prendre des sacs de lait transparents, de dire aux citoyens, bien, ramenez-nous lait, puis nous, on emballe la marchandise avec ça, puis on le scelle avec des scelleuses. Donc, comme ça, on n'a pas besoin d'acheter de sacs de plastique. Donc, on travaille énormément sur tous ces petits éléments-là où la communauté devient partie prenante. Et en venant magasiner, bien, ils apportent ce qu'il faut, puis on avance tout doucement comme ça. 60% des gens qui sont chez nous ont des réalités différentes et on est vraiment un milieu inclusif. Donc, inclusif autant avec les gens qui ont des réalités différentes, mais également en termes d'âge. Donc, autant on accueille des jeunes de 14 ans d'adaptation scolaire qui font leur premier stage en emploi, qu'on accueille des universitaires qui sont stagiaires, qu'on accueille des aînés qui ont 85 ans puis qui viennent nous donner un travail et nous partager leur expérience de vie. Et donc, vous voyez là des diplômes qui ont été remis, des gens qui ont réussi à avoir des promotions dans l'entreprise parce qu'on a énormément de programmes différents, donc autant de l'insertion sociale que du développement de personnes à réalité différente de plateau de travail à devenir salarié, mais juste avec un manque de rentabilité et parfois d'être salarié sans avoir aucun manque de rentabilité. Donc, ce n'est pas parce qu'on est... on a une réalité différente qu'on ne peut pas être productif à 100% dans certains de nos cas. Encore une petite minute. Oui, donc c'est tous les gens de réalités différentes qu'on a. Donc, on a vraiment de tous les genres, troubles du spectre de l'autisme, santé mentale, troubles de personnalité, handicap physique, troubles du langage. Et c'est la mixité des gens, comme la mixité des matières qu'on a au Recycdon, qui permet à une communauté de 15 000 habitants d'avoir accès à tous les services puis de pouvoir se sentir inclus dans notre belle entreprise. Les projets d'avenir, c'est ça, c'est de développer la réparation, c'est de formaliser le regroupement des ressourceries à la grandeur du Québec. Puis, je dirais que c'est les deux pôles là, qui nous intéressent le plus, puis peut-être même justement travailler avec des gens comme Réemploi Plus et on en a un dans les Laurentides, Interaction Travail à Sainte-Agathe qui fait des matériaux de construction pour offrir aussi le volet dans nos ressourceries ou en collaboration avec nos éco-centres de façon locale. Donc, je vous dirais que ça fait le tour. Je vais attendre vos questions pour aller plus loin. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Moi, à travers le projet Recycdon, puis à travers l'animation, comme le disait Véronique, d'une communauté de pratique qui rassemble plusieurs ressourceries au Québec et qu'on va continuer à élargir dans la suite, et la collaboration avec le chantier de l'économie sociale avec qui on réfléchit à la structuration d'un regroupement. C'était vraiment une belle plongée dans le quotidien de ces acteurs du réemploi au Québec qui ont beaucoup à dire et à faire. Alors, on va poursuivre maintenant avec la découverte d'un ambitieux projet, celui de la COP Agri-Énergie Warwick, qui est la toute première coopérative agricole dédiée à la production d'énergie renouvelable au Québec. C'est un projet développé par COP Carbone et on va avoir Josée Chicoine, qui est directrice agroalimentaire chez COP Carbone, co-directrice générale chez la COP Agri-Énergie Warwick, qui va venir nous dire un mot sur où ils en sont. Alors, Josée, ça va être à toi. Bonjour tout le monde. Je vous partage mon écran en même temps. Je m'excuse, ça ne sera pas long. Solène, si tu peux me dire quand vous voyez ça. C'est parfait. C'est bien? C'est tout beau. OK, super. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci aussi au TIES de cet accompagnement peut-être dans un des aspects qu'on ne couvrait pas encore complètement ou pour lequel on avait certaines questions. Puis c'était très intéressant aussi d'entendre en vrai les autres projets dont nous avait déjà parlé Marie-France du TIES, très intéressant. Donc, je vous présente notre projet. C'est un projet de biométhaniseur agricole coopératif. Donc, avec, on le dit, la Coop Agri-Énergie Warwick. C'est une coopérative qui a été créée en avril 2019 officiellement, mais avec laquelle on travaillait depuis un petit moment déjà à regrouper des producteurs agricoles autour de ce projet-là.
avec la CDRQ, la Coopérative de développement régional du Québec. Coop Carbone est une coopérative, c'est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui a une mission d'agir face à l'urgence climatique en appuyant la mise en œuvre de projets collaboratifs. Donc, on travaille déjà, en fait, on accompagne certaines entreprises individuellement, mais principalement, on cherche des avenues où on va mettre ensemble, en fait, des entreprises, des individus autour d'un même projet pour rendre ce projet-là plus porteur, si on veut, et plus efficace aussi et plus résilient en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc, Coop Carbone, qui a accompagné la Coop Agri-Énergie Warwick dans sa création, qui est arrivé avec un modèle d'affaires à présenter aux producteurs d'une région, la région du centre du Québec, donc Warwick, qui est à une dizaine de kilomètres de Victoriaville. Pour, en fait, créer, une fois qu'en fait, on a travaillé beaucoup sur la filière laitière Coop Carbone en essayant de voir quelles étaient les principales émissions de gaz à effet de serre sur la filière laitière et surtout d'essayer d'identifier après l'entrevue avec plusieurs acteurs de l'ensemble de la filière de la production du lait jusqu'à la transformation, et de voir quel genre de projet pouvait être un projet justement qui viendrait toucher plus d'un aspect de la filière, mais qui aurait un impact assez porteur. Donc, on a créé comme ça, avec la Coop Agri-Énergie Warwick, avec une douzaine de producteurs agricoles, la première coopérative agricole qui est dédiée officiellement à la production d'énergie renouvelable au Québec. Donc, le projet, en bref, c'est des investissements de 13 millions, c'est 12, mais ça monte un petit peu. On est des investissements de 13 millions de dollars. C'est une coopérative qui est une coopérative agricole qui est composée d'une douzaine de producteurs et d'un fromager. On va produire à terme parce qu'actuellement, il faut savoir qu'on est en mise en service actuellement. En fait, je me trouve actuellement dans le bureau d'un de nos membres agricole qui m'a prêté son bureau parce que l'usine est trop, le complexe de biométhanisation était trop bruyant. Donc, on va produire à terme 2,3 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable. Donc, ce que ça veut dire, c'est en fait la différence entre du gaz naturel qu'on connaît et du gaz naturel renouvelable. En fait, c'est la source, parce qu'au bout de la ligne, c'est la même molécule de méthane. Mais sinon, c'est la source, comment on arrive à produire ce gaz naturel-là. Donc, dans le cas du gaz naturel de source, la source est principalement de sources fossiles, c'est en fait exclusivement d'une source fossile, donc les fameux gaz de schiste qu'on connaît si malheureusement bien. Mais en fait, dans notre cas, c'est de la matière organique qui sert à produire ce méthane-là. Donc, on parle de gaz naturel renouvelable. C'est une réduction annuelle de 6 500 tonnes équivalent CO2. Donc, ça veut dire environ 1 500 à 1 700 voitures, dépendamment de la taille des voitures. C'est l'équivalent qu'on enlèverait de la route, là, 1 500 à 1 700 voitures par année. Dans le cas de Warwick, si on veut un comparatif, la ville de Warwick, si on prend cette réduction annuelle-là, c'est l'équivalent de retirer de la route 70% de la flotte automobile d'une ville comme Warwick. D'un côté, on produit du gaz naturel, de l'autre, on produit du digestat, donc ce qui reste après avoir digéré les différentes matières organiques, qui est une matière résiduelle fertilisante de qualité. C'est aussi et beaucoup une source additionnelle de revenus pour nos producteurs agricoles de la région. C'est un point important. Les producteurs de lait ont été beaucoup touchés par les différentes ententes commerciales. Je pense avec Transpacifique, avec la nouvelle Alena, dont je n'arrive jamais à prononcer le nouveau nom. Mais en fait, ça a touché beaucoup la production laitière. Donc, d'amener une source additionnelle de revenus qui ne vient pas de l'agriculture à l'agriculture, c'est quand même un point important du projet. C'est un modèle d'économie circulaire aussi. On vient vraiment utiliser des matières qui étaient autrement, dans certains cas, envoyées à l'enfouissement ou valorisées, mais on les amène encore plus loin. Et bien, un point important sur la cohabitation, bien, on réduit les odeurs là, qui sont liées à l'épandage des lisiers, des fumiers bruts, là, ceux qui côtoient la campagne et en période de printemps et d'épandage. Donc, on vient réduire les odeurs. En gros, le modèle, comment notre modèle est monté,
On voulait s'assurer de mettre les producteurs agricoles au cœur vraiment du projet. Vous connaissez peut-être d'autres types de projets de biométhanisation. Un des plus connus au Québec est certainement celui de Saint-Hyacinthe, où on gère des boues municipales. Dans notre cas, on voulait s'assurer que les producteurs agricoles qui, de toute façon, reçoivent les digestats qui sont produits de ces projets-là de biométhanisation soient au cœur du projet. Donc, d'un côté, en fait, les producteurs, on va chercher leur fumier, leur lisier dans leur ferme. C'est apporté, transporté au complexe de biométhanisation de Coop Agri-Énergie Warwick. On s'est mélangé avec des résidus organiques d'entreprises de différentes sources d'entreprises environnantes, de résidus de ville, de résidus de transformation agroalimentaire, transformation de production de papetière. On parle de résidus de pommes de terre, entre autres, par exemple, de résidus de transformation fromagère. Et tout ça, en fait, mélangé avec les lisiers fumiers, produit d'un côté les matières fertilisantes dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elles, sont retournées chez les producteurs agricoles pour épandage dans leurs champs, un peu en fond, ce qu'ils font déjà avec leurs lisiers fumiers, mais on leur apporte quelque chose qui est à valeur ajoutée. Et bien, de l'autre côté, on produit du gaz naturel renouvelable, en fait, qui commence par être du biogaz à 60 60-65 de méthane, qui est purifié pour enlever principalement le CO2 et qui est amené aux normes de gaz, les normes de gaz, j'allais dire gaz métro, mais Énergir, qui est injecté dans cette ligne de gaz naturel qui passe à proximité du site pour être vendu à des consommateurs qui ont une volonté, en fait, de payer un petit peu plus cher la molécule pour pouvoir verdir, en fait, leur procédé ou leur utilisation de chauffage. Donc, j'ai dit c'est une coopérative agricole, c'est une coopérative au sens de la loi des coopératives, ce qui veut dire que ça permet ça, une pleine participation des producteurs agricoles et des d'entreprises régionales comme la fromagerie qui est membre à part entière de la coopérative. Ça permet aussi une redistribution équitable de la richesse entre les membres. C'est un modèle qui est très inclusif parce qu'on a des très petits producteurs, on a des très grands producteurs dans ce modèle-là. Le Centre du Québec est reconnu pour la région la plus laitière au Québec et on a quand même une belle variété de producteurs. Ça permet même d'avoir un fromager qui se joint avec les producteurs agricoles qui, normalement, tout ce qu'ils voient des producteurs agricoles est le lait. Dans ce cas-là, on met les gens ensemble pour faire quelque chose de régionalement qui amène quand même une fierté au niveau régional. Ça permet à tous ces producteurs-là aussi de participer activement à la lutte au changement climatique. Puis, c'est vraiment un modèle d'économie sociale et circulaire que Coop Carbone travaille à reproduire. Donc, la vision de développement de Coop Carbone, c'est d'en faire un premier... Une dernière petite minute, José. Je fais ça vite. Donc, Coop Agri-Énergie Warwick, on a un premier projet à Warwick, on a un deuxième projet qui a déjà une subvention rattachée et probablement un troisième projet qu'on pourrait déjà rattacher à cette même coopérative-là de façon régionale afin d'améliorer les synergies, réduire et surtout de réduire la compétition qu'on pourrait éventuellement avoir sur des intrants autres que les lisiers fumiers pour alimenter ce biodigester qui produit du gaz. Donc, on a quand même des principes directeurs sur lesquels on s'est basé pour... je ne vais pas passer à travers tout ça parce que je veux finir avec une autre diapositive, mais on avait vraiment des principes directeurs sur lesquels on s'est entendu avec les producteurs agricoles pour s'assurer qu'on avait que ces principes-là étaient partagés, pas seulement en début de projet, mais aussi sur les décisions futures que la coopérative allait devoir prendre, entre autres sur l'alimentation en différents intrants du projet. Dans le fond, on a différents impacts au niveau environnementaux, économiques et sociaux. Entre autres, c'est une belle façon de traiter des effluents d'élevage des producteurs agricoles, de donner une valeur ajoutée à ce qui était déjà valorisé en agriculture. On a une production d'énergie renouvelable et d'engrais organiques à valeur ajoutée, une production locale. C'est une valorisation aussi régionale des matières résiduelles organiques. Ça permet à des entreprises, des générateurs de matières organiques, dans certains cas, ils valorisaient déjà, mais des fois, ils l'amenaient sur des très grandes distances hors de la région. Donc, ça permet de garder ça de façon régionale. J'ai certains autres points que j'ai déjà nommés. Ça amène une synergie aussi municipale, industrielle, rurale qui permet vraiment à la région d'être à l'avant-plan dans la transition énergétique que le Québec a amorcée il y a quelques années et qui a un objectif aussi de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Je termine sur cette
cette vue aérienne du complexe de biométhanisation qui est en mise en service actuellement. Donc, déjà actuellement, c'est déjà plus vert autour et un peu sur le site. Le terrassement est en cours. Donc, on a commencé à produire du biogaz, on a commencé à le purifier et on s'apprête à faire les tests finaux d'injection pour injecter dans le projet, dans la ligne d'énergie qui passe le long de la route que vous voyez juste là. Donc, si je finis sur cette phrase-là, en fait, c'est qu'est-ce que ça change, ce projet-là, pour le secteur agricole? C'est que les producteurs agricoles deviennent vraiment impliqués dans une transition énergétique. Puis dans ce cadre-là, ne sont plus que les producteurs qui sont membres ne sont plus que des producteurs agricoles, mais aussi deviennent aussi des producteurs d'énergie. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop dépassé, Solène. C'est parfait, José. Merci beaucoup. Donc, un projet vraiment inspirant, ambitieux, en plein déploiement, en plein changement d'échelle. Et j'imagine que il doit y avoir pas mal d'activités du côté de l'usine en ce moment, Oui, beaucoup. voilà, sur des choses très opérationnelles. Et je suis sûre que vous avez beaucoup de questions pour José. Et on va avoir la présentation du dernier projet et il nous restera une dizaine de minutes pour les questions à nos invités. Alors, on va finir avec Pierre Morancy, qui est directeur développement stratégique en économie circulaire de l'entreprise Défi Polytech. C'est donc une entreprise adaptée qui assure la coordination, entre autres, d'une offre intégrée autour du traitement des appareils électroménagers en fin de vie. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà questionné sur qu'est-ce qui se passe avec vos électros une fois qu'ils rendent l'âme, mais vous allez bientôt en savoir plus. Donc, Défi Polytech est en économie sociale et travaille à justement la cueillette, l'analyse, la réparation, le démantèlement, le recyclage de ces appareils. C'est une entreprise qui fourmille en ce moment avec notamment le projet RIVRA, un réseau interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers, et lié à la aussi nouvelle REP, responsabilité élargie des producteurs, qui fait que ça fait bouger cette filière des électros. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Pierre pour un dernier 5 minutes de présentation avant la période de questions. Alors, Pierre, es-tu avec nous? Voilà, bonjour tout le monde. Merci Solène. Alors, bref historique quand même, parce que c'est pas venu du jour au lendemain. Défi Polytech, sa mission, c'est de fournir et de créer des emplois de qualité pour des gens qui ont des limitations intellectuelles et physiques. Ça a 50 ans. Et en 2016, il y a eu une fusion de 3 OBNL qui se sont regroupés. Au travers un projet on fait de la sous-traitance, mais c'est une usine-école avec 4000 heures de formation. Et en 2016, on a donc dû fusionner avec 3 visions différentes. Donc, très rapidement, on a dû s'ajuster, développer une stratégie avec le volet économie, environnement et social. On a développé un site de démonstration parce que toute l'entreprise est en mode économie circulaire. Alors, on détourne 4000 tonnes de nos matières, nos 2 usines. On a 2 usines, une nouvelle à Magog, et on détourne dans nos 2 usines actuellement 99,5 et 98,7% de nos matières avec l'accréditation ici, on recycle Élite. Donc, c'est suite justement on a mis en place un premier site de démonstration du démantèlement des appareils. Il y a eu beaucoup de visites et il y a eu des visites d'un peu partout au Québec et des gens à la fois du Lac-Saint-Jean, je veux dire Appalaches, mais de partout au Québec et de l'Ontario sont venus voir un petit peu. Et est venue l'idée avec 2 partenaires, dont Coder du Lac-Saint-Jean et Aptas de Chaudière-Appalaches, se sont regroupés par la suite Option Métal et Recyclo-Centre, un projet justement de se regrouper pour présenter un projet, pour être capable de se présenter au niveau de la future REP sur les électroménagers. Alors, ça s'est passé. On a eu un programme de perfectionnement à l'innovation.
du gouvernement fédéral pour structurer le tout, une belle grosse subvention. Et on peut dire qu'on a mis donc toute la structure, tant technologique, la traçabilité, donc tout le modèle à développer au niveau de l'AREP. Pour nous, c'était extrêmement important dans la logique de Défi Polytech et des autres entreprises. Donc, on s'est présenté et le consortium de 3 puis de 5 se sont présentés. On a déposé une offre de service à GoRecyc, qui est le regroupement des ensembles des manufacturiers du Québec, une offre de service pour le traitement des appareils. Et on a eu la joie finalement d'apprendre que Rivera avait reçu une approbation et Rivera dorénavant gère 558 ou 538 écocentres du Québec au niveau du démantèlement systématique des petits appareils. Il faut comprendre que les gros appareils froids, qui sont les frigidaires, les congélateurs, et les petits appareils froids, qui sont tous les autres, par exemple, les radiateurs, les refroidisseurs d'eau, les climatiseurs, etc. Donc, c'est entièrement géré par des OBNL, du transport jusqu'à finalement au niveau du traitement. Donc, les entreprises en question actuellement se sont dotées de certains équipements, d'autres actuellement sont en train de construire. Ils vont se doter d'équipements pour gérer l'ensemble des électroménagers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de gérer des électroménagers, surtout actuellement dans la première phase, ce sont les appareils froids, mais par la suite, en deuxième phase, ça va être tous les autres électroménagers, les poêles, les laveuses et sécheuses. Mais actuellement, c'est surtout au niveau des appareils froids. Mais on peut dire, par exemple, qu'un seul frigidaire dont on écrase puis qu'on envoie à scrap, comme on a dit, ça dégage l'équivalent d'une voiture qui fait 17 000 km. Donc, dans le contexte de la lutte au changement climatique, c'était essentiel finalement qu'il y ait des gestes qui soient posés pour mieux gérer finalement ces appareils-là. C'est sûr que c'est le déploiement actuellement. On est en train de déployer l'ensemble du réseau un petit peu partout. C'est sûr qu'il y a une stratégie, il y a des stratégies communes qui sont actuellement, des mises en commun. Par exemple, on veut créer des poules d'achat. On a un système de traçabilité, par exemple, au niveau de tous les appareils qui vont être détournés vers nos entreprises, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont entrer un appareil, chaque appareil va être identifié, traité, tout l'ensemble des gestes et des actions qui vont être posées, c'est-à-dire de son accueil jusqu'au recyclage de l'ensemble de ses composantes, on va avoir à ce moment-là un système de traçabilité. Donc, on donne aussi à ce moment-là une valeur ajoutée. Pour nous, c'était aussi une des REP les plus importantes en termes de potentiel au niveau pour structurer des OBNL, de consolider, parce que ça ouvre la voie aussi à d'autres choses. Alors, donc, actuellement, on est en mode de consolidation, d'échange. Défi Polytech, à lui seul, a investi près de 100 000 $ déjà dans sa première ligne de démantèlement qui existait déjà. On est en mode d'optimisation avec des groupes d'experts. On va chercher de l'information, on fait de la recherche et du développement sur certains aspects. On regarde actuellement pour l'optimisation des lignes actuelles, l'intégration de nouvelles technologies. Bref, actuellement, ça donne un positionnement extrêmement important par rapport aux OBNL du Québec au niveau de la gestion. Notre mission, notre vision, nous, c'est sûr qu'il va y avoir des stratégies communes sur l'ensemble des territoires, mais il va y avoir aussi des visions en fonction des régions, les particularités régionales. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, de Défi Polytech, ça fait plusieurs années qu'on se prépare à la venue de la REP. Ça fait plusieurs années qu'on travaille et qu'on a identifié l'ensemble de tous les acteurs qui font partie de la chaîne, parce qu'il existait des acteurs avant
la venue finalement de Rivera et on disait, si nous voulons véritablement parler d'économie circulaire, il faut parler de régionalisation. Il faut d'abord, en fonction de la vision de notre équipe, mais la vision de notre conseil d'administration, Défi Polytech, historiquement, appartient à l'ensemble de la communauté estrienne et on a des travailleurs de tout l'Estrie, ce qui veut dire que l'aspect régional est très important. On a un comité qui intègre à peu près tous les acteurs de la région au sein du projet au niveau pour structurer le volet régional de Rivera, c'est-à-dire, et on veut mettre en valeur et faire travailler et prendre et donner des rôles à tous les acteurs qui sont déjà là, c'est-à-dire à la fois les intégrer, mais le principe de base, c'est conserver nos ressources chez nous, créer de la richesse et des emplois chez nous. Si on parle et que l'on veut, on a une vision au niveau de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie économique en fonction de ce qu'on a appris de la pandémie. Pour nous, il est crucial à ce moment-là qu'au travers, par exemple, une REP comme ça, on développe aussi... Bon, je suis désolée, j'ai fini. OK, parfait. Je vais juste renseigner. Oups, on a... José, ton micro. Alors, je pense que pour nous, c'est pas juste technologique, on intègre vraiment notre vision régionale, notre volonté de consolider nos OBNL sur notre territoire pour se préparer finalement à la venue et à la possibilité d'intervenir avec d'autres gisements pour devenir, il y a plein de gisements orphelins, il y a plein de possibilités. Donc, Rivera devient un moyen à ce moment-là, une opportunité. Tous les gisements orphelins, pour moi, sont des opportunités au niveau de l'innovation et d'intégrer à ce moment-là et de se positionner un peu partout dans nos régions en fonction de conserver ces ressources-là. Bref, actuellement, des 358 éco-centres, on est en plein démarrage. Il y a plein d'activités actuellement. Oui, il reste une minute, une petite minute. Alors, donc, c'est le déploiement de la REP au travers le Québec, une stratégie commune avec des particularités régionales. Alors, tout ça se passe actuellement. On n'entend pas beaucoup parler. Il va sûrement avoir une conférence de presse très bientôt. Défi Polytech est allé chercher la certification élite dans ces deux entreprises, a été nommée grande entreprise de l'année au niveau de la Fondation estrienne en environnement et on souhaite développer avec l'ensemble de notre région et des acteurs des projets structurants pour nos OBNL, pour des acteurs et recréer des emplois comme au niveau des réparateurs. Il faut absolument développer notre chaîne pour briser notre dépendance. Donc, de recréer des projets, mais de recréer aussi des anciens métiers pour nous permettre d'être plus autonomes en développant ensemble des projets comme celui-là. Un gros merci, Pierre. J'aurais pu vous en parler pendant des semaines, mais je suis limité à 5 minutes comme tout le monde. Bravo à tous ceux qui ont présenté. J'ai trouvé ça fort intéressant. Un gros merci, Pierre. Et comme vous le voyez, absolument dans tous les secteurs, dans toutes les filières, il y a des besoins immenses de repenser les façons de faire, de circulariser davantage, et ça à travers l'ensemble des stratégies d'économie circulaire qui peuvent être déployées. Et je vous propose qu'on passe à quelques questions à nos invités. On va finir à 13h30. Je crois que dans le chat, Geneviève, il y en avait déjà 2. Et sinon, vous pouvez soit lever la main, soit les ajouter dans le chat et on va en prendre 4 ou 5. Oui, je vais y aller avec l'ensemble de ce qu'il y avait dans le chat. Une qui est plutôt une demande de contact, Véronique de Recycdon qui veut vous parler, M. Morancy. Alors, mise en liaison. Ensuite, une question pour la coop Agri-Énergie. Pourquoi le gaz est vendu plus cher, celui qui est issu de vos projets? Puis, une question pour Ecoceno qui est, dans le fond, est-ce que les activités de réemploi
utilisent des matériaux qui viennent des activités d'éco-conception. En fait, ceux qui font de l'éco-conception, à qui vous donnez des formations, est-ce que ce qui est produit dans le cadre de l'éco-conception est aussi offert pour les activités de réemploi? Et j'en prends une troisième avant de donner la parole à José, de Raymond, qui va être pour... Troisième question de Raymond pour... Oui, bonjour, plaisir et félicitations pour l'événement et pour les présentations de tous et toutes. Pour Madame de Coop Énergie Warwick, enfin, elle a mentionné qu'il y avait on utilisait aussi des résidus forestiers et je voulais voir de combien en pourcentage de la biomasse forestière qui est utilisée dans leur procédé, si c'est quelque chose qui a un apport important et voir si, selon elle, c'est un projet qui pourrait aussi être mis à l'avant dans des communautés ou des régions où, bien sûr, on travaille plus le bois, là. Parce que, bien sûr, la biomasse forestière existe et tout, là, mais je voulais voir selon elle. Merci beaucoup. Merci. Donc, un 2 en 1 pour José. Je te laisse la parole. Ah, José. Oui, bonjour. Oui, c'est bon, je suis de retour. Je suis désolée, j'ai dû sortir du bureau où j'étais et la connexion était très, très mauvaise pendant quelques minutes. Je n'ai pas pu prendre la deuxième question, mais je vais commencer par la première. La première par rapport à la... Je m'excuse, il y a beaucoup de bruit en plus. La première, c'était pourquoi le gaz naturel renouvelable est vendu plus cher. C'est clairement une question de production, de coût de production. Il faut savoir qu'ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de projets de biométhanisation qui sont en cours depuis des dizaines d'années, soit pour en faire de l'électricité, donc on parle de cogénération, ou pour en faire plus récemment du gaz naturel de sources renouvelables. Mais pourquoi il n'y en avait pas au Québec, en fait, depuis? Pourquoi ça n'avait pas été plus avancé? C'est que les coûts de l'énergie au Québec sont très faibles. Puis là, je pense à l'électricité, où on n'arrivait pas à compétitionner avec l'électricité. Puis il faut savoir aussi que Énergir, plutôt Gaz Métro, j'ai encore essayé, j'ai encore bifurqué. Énergir est dans une obligation réglementaire par loi, règlement, d'injecter un 5 % de gaz naturel de sources renouvelables dans son réseau gazier. Donc, est prêt à payer plus cher aussi parce que les gens sont prêts à payer plus cher. Puis pourquoi ça coûte plus cher? Bien, simplement pour réussir à amortir l'ensemble des équipements, entre autres, que vous avez vus sur la dernière photo que je vous ai présentée. Donc, c'est des équipements qui coûtent extrêmement cher, d'injection, de purification. La purification coûte très cher pour la rendre à du gaz naturel renouvelable aussi. Donc, c'est la raison pourquoi c'est plus cher. Donc, si on regarde que le coût de l'énergie, oui, effectivement, il y a des coûts plus élevés. Il y a des consommateurs qui sont prêts à payer plus cher pour reconnaître cet effort-là. Et l'autre chose qu'il faut se rappeler, si on ne regarde pas seulement le côté énergie, c'est que des projets comme ceux-là apportent une panoplie de biens et services environnementaux et sociaux aussi dans une région et qui ne sont pas à négliger dans un projet comme celui-là. Voilà. J'ai manqué, désolée. Si tu peux me résumer, Solène, la deuxième question, je l'ai manquée. Alors, vous me complétez, Raymond, si je me trompe, mais c'était sur l'utilisation de résidus forestiers dans la composition comme énergie. Okay. Ouais. Non, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas d'utilisation de résidus forestiers parce qu'il faut savoir que le bois comme tel ou des résidus de bois, comme par exemple même de la litière pour les producteurs agricoles, il y en a qui utilisent de la paille, bien, ceux qui utilisent de la ripe de bois, ça peut devenir problématique parce que le bois, en fait, le biodigesteur ne digère la matière organique, mais pas la lignine, entre autres, qu'on retrouve dans le bois qui fait que c'est une matière qui est difficile à digérer. Comme si nous, on digère moins bien la fibre, ça nous aide à digérer, mais on ne la digère pas nécessairement. C'est la même chose pour un biodigesteur. Super, merci beaucoup José, dans des conditions presque extrêmes. Alors, Anne-Catherine, c'est à toi.
Oui, en fait, la question, je l'ai posée un peu à l'envers. Je pense que c'était plutôt, est-ce que les produits offerts au réemploi sont utilisés dans l'éco-conception? Plutôt que l'inverse, mais peut-être que les deux se peuvent. Mais en fait, comme c'est un modèle circulaire, vous pouvez poser la question dans le sens que vous voulez, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment créer une boucle. Donc, oui, dans les éco-conceptions, évidemment, nous, on a un accès privilégié à notre inventaire, donc on sait exactement ce qui va avoir de disponible en réemploi, mais aussi l'éco-conception vise à augmenter donc, les assemblages mécaniques, donc qui augmentent le potentiel de réemploi, aussi la standardisation de certains éléments. Donc, à la suite du processus d'éco-conception, le pourcentage d'éléments qui peuvent être réemployés est aussi augmenté. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment très, on augmente beaucoup le potentiel en ayant des services qui couvrent toute la boucle d'économie circulaire. Merci Anne-Catherine. Il resterait le temps pour une dernière question. S'il n'y en a pas, je vais clore l'événement. Une dernière question. 1, 2, 3. C'est votre dernier mot. Un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Je pense que on a compris que nous n'avons pas fini d'entendre parler d'économie sociale et d'économie circulaire à travers tous ces beaux projets en déploiement. Il y a plein de choses qui se passent aussi à travers le Québec sur l'économie circulaire, des feuilles de route qui se mettent en branle, des projets naissants ou en plein développement ou même en changement d'échelle. Donc, un grand merci à nos invités, nos 6 invités qui sont venus, qui ont pris du temps parce que je vous imagine très occupés ce midi. Et puis, au plaisir voilà, de continuer à suivre le déploiement de vos projets inspirants. Sur ce, belle journée à tout le monde et au plaisir. Merci, bonne journée.